pas lancer l'enregistrement. Alors je vais lancer l'enregistrement quand même pour ceux qui veulent prendre en différé ou qui veulent réviser. Comme il n'y aura pas de HOPI à l'examen, c'est pas très grave qu'on ait loupé le transparent précédent. Ensuite, on peut encoder HOPI dans Pi. C'est-à-dire le Pi calcul d'ordre supérieur, on peut le faire avec des canaux, et puis vice versa aussi. Donc si vous voulez envoyer un processus, à la place, vous envoyez un nom, un nouveau nom, et vous bloquez le fait de faire des copies de ce nouveau nom par le nom de ce processus par le nom que vous avez envoyé. Donc plutôt que d'envoyer R, vous envoyez un pointeur qui va permettre de débloquer des copies de R à la volée. D'accord. Donc cette syntaxe de HOP d'ordre 1, on peut l'écrire dans le PiCalcul directement. Mais on peut tout écrire dans le PiCalcul, vous aviez compris ça. Bon, maintenant, il y a un moment, il y a eu une période à la fin des années 2000 où à Grenoble, dans un labo, ils sont partis un peu à fond dans les calculs avec des features et ils ont inventé les calculs qui sont des calculs pour essayer de modéliser la programmation distribuée de manière plus fine que juste le PiCalcul. L'idée, c'est qu'on veut pouvoir modéliser le fait de envoyer du code, recevoir du code, exécuter le code qu'on a reçu, et puis en plus des trucs encore plus précis, comme par exemple bloquer un processus qui s'exécute, récupérer son état, son code, mais en même temps son état, l'envoyer à quelqu'un d'autre qui peut le dégeler et le faire tourner à un autre endroit. Donc l'idée c'est qu'on a toute la puissance du PiCalcul, toute la syntaxe du PiCalcul, mais on rajoute en plus la syntaxe d'envoyer du code sur des canaux, de recevoir du code, d'exécuter le code qu'on reçoit, et un nouveau truc c'est on peut freeze un processus qui est en train de s'exécuter. Alors on utilise des locations, hein, c'est l'équivalent du PiCalcul localisé, c'est-à-dire on dit ce processus P il tourne à l'endroit A, et, et le triangle là ça veut dire arrête le processus qui tourne en A, récupère son code, et ensuite utilise ce code. Donc il y a un truc qui est un peu science-fiction, qui est le fait qu'on est capable de freeze des programmes, et de récupérer le code du programme freezé pour ensuite le dupliquer, l'updater, ou le faire tourner ailleurs. D'accord. Donc c'est un calcul qui contient tout, le PiCalcul et HOPI, et un PiCalcul localisé avec passivation. La passivation, c'est freezer un calcul, récupérer où on en est, et en faire quelque chose avec. Donc voilà, donc si jamais il y a le processus R qui tourne à la location A, et que quelque part il y a quelqu'un qui veut freeze le processus qui tourne en A, alors celui-là disparaît, et P récupère le code du processus dans l'état où il était au moment où cette transition a eu lieu. Du coup, vous pouvez modéliser le fait d'exporter du code. Là, il y a le code R qui tourne en L. Lui, il freeze le code qui est en L. Il le remet en L. Voilà, donc il freeze le code qui tourne en L, donc il récupère un R. Il remet R dans L. Donc comme ça, R pourra recontinuer à faire ce qu'il veut. Donc il la freeze, puis il la défreeze. Et en même temps, il envoie le code de R au moment où il la freeze à quelqu'un d'autre sur A. Donc on est capable d'arrêter un processus, récupérer son code, envoyer ce code à quelqu'un d'autre et en même temps relancer le processus. On peut mettre à jour un code qui est obsolète en récupérant ce code, en récupérant du code sur A, un nouveau code, un update. On passive le processus qui tourne en L, on l'arrête, et on remplace ce qui tournait en L par le code qu'on a reçu sur A. On peut changer un processus d'endroit, il tournait en L, maintenant il tourne en L'. Et puis c'est utilisé sur les modèles distribués avec des composants, donc c'est ce qu'on appelle les calculs, qui permettent de modéliser le fait que des composants fabriquent du code, s'envoient du code, freeze du code, et peuvent le copier, le dupliquer, le spawner et l'envoyer ailleurs. Bon voilà, ça c'est juste pour votre culture générale, évidemment on va pas faire de TD ou d'examen là-dessus, mais pour vous dire que on peut aller plus loin dans le taux de précision du PiCalcul et essayer de modéliser des choses, des idiomes de programmation encore plus précis. Alors, non, c'est bon, ça c'est rien. Ensuite, zoom. Ensuite, le lambda calcul dans le PiCalcul. Alors ça c'est intéressant, vous connaissez tous le lambda calcul, soit parce que vous avez fait TAS, soit parce que ça fait partie du bagage culturel obligé de quelqu'un qui est expert en programmation. Donc c'est un modèle formel de la programmation fonctionnelle où les termes du lambda calcul sont soit
des abstractions, je prends un x et je deviens le terme m, soit une application, j'applique m à n, soit une variable x. Et l'idée, c'est que ces termes-là se réduisent avec la bêta-réduction, qui est que si j'ai la fonction qui a x associe m et que je l'applique à n, et ben en une étape, ça se réduit en le corps de la fonction dans lequel l'argument remplace le paramètre. Donc ça, c'est facile. Pour vous, pour la quasi-totalité d'entre vous, c'est du déjà vu. Et l'idée, c'est que est-ce qu'on peut encoder le lambda calcul dans le pi calcul? Et la réponse est oui, on peut. Alors, il faut choisir une stratégie. Par exemple, la stratégie call by value. Et il existe aussi des encodages pour call by name, etc. C'est un domaine qui est toujours étudié dans le pi calcul, l'encodage du lambda calcul. Et l'idée, c'est que si vous voulez encoder la fonction lambda xm à l'endroit p, vous créez un nouveau nom v. Vous envoyez sur p cette nouvelle adresse. Et ensuite, à cette adresse, vous recevez un x, c'est-à-dire vous recevez un argument, et vous recevez un nom q sur lequel vous encodez, m. La variable x, elle, encodée en p, elle envoie le nom x sur p. Et l'application de m à n, c'est encoder m à un endroit secret petit m, encoder n à un endroit secret petit n, recevoir x sur m, y sur n, et ensuite envoyer sur x bar, donc c'est-à-dire sur le nom qu'on a reçu de la fonction. Si c'est bien une fonction, on va recevoir un nom sur lequel jouer. Là, le nom de y, ce qu'on a reçu sur y, et le canal à contacter pour le résultat. Donc c'est un peu compliqué évidemment de regarder ça. Moi ça m'a retourné la tête la première fois que je l'ai vu en cours, mais c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut encoder le lambda calcul dans le pi calcul, les stratégies du lambda calcul dans le pi calcul, et on a quelque chose qu'on appelle fully abstract, c'est-à-dire que le terme encodé se comporte comme le terme initial. Une conséquence, c'est que si m se réduit en m', alors l'encodage de m c'est un processus p, et p, alors l'encodage de m se réduit en un processus p qui est équivalent à m'. Alors il y a des réductions administratives en plus, on peut voir un exemple ici pour ceux que ça intéresse. Si j'ai l'identité appliquée à elle-même, ça fait lambda xx appliqué à lambda yy, quand je l'encode sur p1, comme c'est une application, c'est la première identité encodée ici, la deuxième identité encodée là, je reçois le nom de la première identité, je reçois le nom de la deuxième identité, donc y2 va instancier y1, y3 va instancier z1, et ensuite je fais un appel à la première avec le nom de la deuxième suivi de la troisième. Donc en deux étapes, ça se réduit en ça. Lui peut parler à lui, je récupère une copie de ça, et je récupère ce truc-là. Et en fait, ce truc-là, on peut montrer que c'est équivalent à l'encodage de l'identité elle-même, qui est ça. Si vous regardez, ce truc-là est neutralisé parce que c'est un bang y2 et qu'il n'y a pas de y2 bar, et que le nom est privé. Et ce truc-là, c'est quelque chose qui fait P1 bar puis qui reçoit sur y3, avec y3 privé. Celui-là, c'est quelque chose qui fait P1 bar et qui reçoit sur y3, et le parallèle là, c'est pas grave que ce soit un parallèle à la place d'un point, parce que comme y3 est privé, il faut d'abord l'extruder avant de l'utiliser. Donc, voilà. Donc je commence avec des choses un peu difficiles, qui sont HOPI et puis le lambda dans pi, et le reste de ce qu'on va faire aujourd'hui est quand même d'un niveau beaucoup plus abordable. Mais là, c'était... Et il n'y aura pas d'exercice à l'examen sur ça, c'était juste pour la fin du dernier cours, pour votre culture générale, sur le fait que on peut faire des choses d'encodage avec pi, encoder des choses d'ordre supérieur où on envoie des processus, et encoder le lambda calcul directement dans le pi calcul. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de la vérification. L'objectif, c'est de vérifier des systèmes concurrents réels qui s'envoient des messages. Donc typiquement, c'est pas exactement des programmes, ou alors c'est des programmes distribués, mais souvent c'est des protocoles automatiques de programmes qui vont s'envoyer et recevoir des informations. Ça peut être sur du hardware, vous avez des entités de calcul qui s'envoient des messages et qui se synchronisent à des instants successifs, ou ça peut être des applications web, c'est un bon modèle, les applications web, parce que vous avez un client et un serveur qui s'envoient et qui reçoivent des messages très régulièrement, de manière réactive, avec de l'Ajax et ce genre de choses, j'envoie des messages, je reçois, et en fonction du message que j'ai reçu, j'envoie autre chose, etc. Donc la méthode qu'on va utiliser pour vérifier, qu'on utilise dans l'industrie et dans la recherche de manière générale, c'est la méthode que je vous montre régulièrement, j'abstrais
mon système dans un langage mathématique, je le modélise, et ensuite je prouve des propriétés sur l'abstraction, et ça me donne une garantie que le système réel vérifie les propriétés qui ont été prouvées sur l'abstraction. Comment on fait pour abstraire des systèmes concurrents? On peut utiliser CCS, à ce moment-là, on a des processus qui font juste des synchronisations. On peut utiliser CCS avec valeur, s'il n'y a pas d'ordre supérieur, si on a juste imaginé des go-routines qui s'enverraient que des types de base. Vous avez des go-routines, mais quand elles se parlent sur un chan, elles s'envoient uniquement des valeurs, des entiers ou des chaînes de caractères, et elles ne s'envoient pas des canaux. Donc à ce moment-là, vous avez un CCS avec valeur de base. Et par contre, si vous voulez la toute-puissance de Go, ou des autres langages qui sont d'ordre supérieur dans leur message, comme OCaml avec les canaux synchrones, il vous faut le pi-calcul, qui permet d'envoyer sur des messages des noms de canaux qui permettent entre autres de recevoir des messages, et c'est cette propriété, le fait de pouvoir envoyer des noms de canaux, et de changer dynamiquement la morphologie du système, de faire qu'il y a des gens qui ne se parlaient pas au début, qui peuvent maintenant se parler parce qu'il y a une troisième personne qui les a mis en contact, on appelle ça la mobilité. Donc en fonction de ce que vous voulez modéliser, de la complexité de ce que vous voulez modéliser, vous pouvez descendre à des niveaux d'abstraction de plus en plus précis. D'accord? Si vous avez juste un programme Go avec 3 threads qui s'envoient des entiers, vous pouvez garder le CCS avec valeur. Et si vous avez un programme Go plus compliqué que vous voulez vérifier, alors il va falloir, parce que sur les canaux vous envoyez des canaux, il va falloir que vous utilisiez la puissance du pi-calcul. Alors, pourquoi on veut prouver des propriétés? Déjà, quelles propriétés on veut prouver? Souvent, c'est des propriétés avec lesquelles vous commencez à être familier, ce qui sont la terminaison, le fait qu'un processus finit par s'arrêter, la correction, le fait qu'un programme fait ce à quoi on s'attend qu'il fasse, la sûreté, de dire qu'un programme passe jamais par un état qui est dangereux, la sécurité, de dire qu'un programme ne fait pas fuiter d'informations, et puis des fois la vivacité, de dire qu'un programme n'est jamais dans un état où quelqu'un veut faire quelque chose, mais il est bloqué parce que les autres ne lui permettent pas de le faire, ou le progrès, le fait d'avancer. Attendez, je viens de le dire, le progrès. Et ce que je veux dire, c'est l'équité, le fait de dire que s'il y a plusieurs programmes qui sont servis de manière non déterministe, il ne peut pas y avoir un programme qui est jamais servi alors que les autres le sont. Donc les types de propriétés, on a des propriétés syntaxiques qui se vérifient directement sur le processus, par exemple de dire qu'un processus utilise a une barbe sur A, le fait de dire il est capable de recevoir sur A, ça se voit directement sur le processus. Mais évidemment, les propriétés les plus importantes, donc ça se voit directement dans le code du programme. C'est que dire qu'un programme pourrait recevoir quelque chose sur A, vous regardez son code, vous êtes capable de dire ou pas. Alors après, vous pourrez me dire que détecter du code mort, c'est indécidable, mais vous voyez l'idée générale d'une propriété syntaxique, c'est une propriété qu'on voit sur un programme. Une propriété sémantique, c'est quelque chose de plus intéressant, évidemment, c'est quelque chose sur la réduction du programme. Et la plupart des propriétés que j'ai citées ici, c'est des propriétés sémantiques. Safety, c'est dire rien de mal n'arrive, je n'arrive pas dans un état indésirable. Et liveness, c'est des propriétés du type une bonne chose finit par arriver, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, à partir de cet endroit-là, je vais arriver dans un état où il se sera passé une chose désirable. Et puis il y a des propriétés plus compliquées, comportementales, qui sont sur l'équivalence d'un processus vis-à-vis d'autres processus, ou le comportement général d'un processus. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il est capable de faire, et un mélange de safety et de liveness, on verra un peu ça tout à l'heure. Donc comment on vérifie les propriétés? Soit on les vérifie statiquement, sur le code des programmes, donc soit on utilise de l'analyse statique ou un type checker. Donc une analyse statique, ça peut être un modèle checker comme UPAL par exemple. Vous prenez votre programme, vous le décortiquez, vous le transformez en processus UPAL, et ensuite vous faites une analyse dessus pour voir si vous passez par tel état qui est dangereux, ou si vous finissez toujours par arriver dans un état où tous les philosophes ont mangé. Ou alors vous écrivez votre programme et vous dans votre langage en Go par exemple, et vous utilisez un type checker. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait un article sur une analyse, sur l'écriture de type checker pour Go. D'accord. Et l'idée c'est que vous vérifiez statiquement avec des types que votre programme Go n'est pas bloqué et fait les réductions qu'il doit faire. Et une autre, donc ça c'est la vérification statique à laquelle on vous a habitué dans TAS, c'est le nom de TAS, typage et analyse statique, et à laquelle on vous a habitué dans PPC aussi, quand vous avez fait avec Carlos du modèle checker, des choses comme ça. Donc la vérification statique, c'est on met à plat le programme, on est obligé de lire son code, c'est ça qui rend le truc difficile, c'est qu'on est obligé d'avoir accès au code du programme, d'accord. Donc on a accès au code du programme, on ouvre le programme,
on regarde ce qu'il y a dedans, et on fait tourner des analyseurs sur le programme pour garantir, pour prouver que le programme fait bien ce qu'on veut ou ne fait pas ce qu'on veut pas qu'il fasse. On peut aussi, c'est une autre manière, vérifier dynamiquement des propriétés. C'est-à-dire, en fait, on utilise ce qu'on appelle des moniteurs, qui sont des petits morceaux de programme qui tournent à côté du programme principal et qui vérifient ce qui rentre et qui sort. Donc peut-être c'est mieux ici avec les mains. D'un côté, vous avez la vérification statique. La vérification statique, c'est vous prenez le code de votre programme. Dans ce code, il y a potentiellement des annotations sur les endroits où vous envoyez ou vous recevez des messages. Et vous avez ici un outil. Donc ça peut être un type checker ou un model checker ou plein d'autres choses. Vous avez un outil qui regarde votre code, qui se concentre sur les annotations que vous avez fait s'il y en a, et qui est capable de dire oui ou non si le code passe l'analyse. D'accord ? Si le code, généralement, l'analyse, ce qu'on veut prouver, c'est quelque chose d'indécidable. Donc si c'est indécidable, ça veut dire qu'il n'y a pas d'outils qui peuvent exactement dire si le code vérifie cette propriété. Hein. Il y a un théorème, je ne sais plus c'est lequel, le théorème de Rice, vous savez ça mieux que moi, qui dit que on ne peut pas vérifier sur un, toutes les propriétés non triviales et sémantiques et extensives sur les programmes sont indécidables. Donc évidemment, si vous avez une propriété intéressante du genre le programme ne rentre pas dans un état tel que la valeur de x est plus grande que 10, cette propriété-là, elle est dans le cas général indécidable. Donc vous ne pouvez pas écrire un outil qui fait cette propriété-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On écrit des outils qui font des choses approchées, c'est-à-dire quand ils valident la propriété, on est sûr que c'est vrai. Et par contre, quand ils disent le programme ne passe pas l'analyse, bah, peut-être que c'était vrai, peut-être que c'était faux, et donc ils ratent des programmes qui sont bons, mais en tout cas ils garantissent que tous les programmes qu'ils ont acceptés sont bons. D'accord? Donc comme les analyses sont indécidables, souvent on fait des systèmes, les systèmes de type et les analyses font des choses approchées. Hein, vous avez vu, on ne peut pas tout faire avec UPAL. Et donc ça c'est l'idée de l'analyse statique. Et de l'autre côté, vous avez une analyse dynamique, qui est une autre manière de procéder, où là vous ne regardez pas le code du programme. Le code du programme, il est à l'intérieur d'une boîte noire, vous n'y touchez pas, mais vous allez juste l'exécuter. Donc vous exécutez le programme, et pendant l'exécution, le programme, il fait des entrées-sorties. Alors, comme on est dans le cas concurrent, on va supposer que c'est des entrées-sorties sous forme de messages. Et vous mettez à côté du programme un moniteur. Et le moniteur, qu'est-ce qu'il fait? Il intercepte toutes les entrées-sorties du programme et il vérifie qu'elles correspondent à un modèle. Et si jamais elle ne correspond pas à un modèle, alors il peut faire plusieurs choses. Soit il donne l'alerte, soit il tue le programme. D'accord ? Donc le moniteur, c'est un morceau de code qui tourne à côté de votre programme, qui regarde ce qui rentre, regarde ce qui sort, qui vérifie ce qui rentre et qui sort par rapport à un protocole, un modèle que vous lui avez donné, et qui est capable de réagir à si jamais ce protocole est violé. Alors vous voyez bien l'avantage des deux côtés. C'est-à-dire ici l'avantage c'est qu'on n'a pas à regarder le code du programme. D'accord? Donc le code c'est une boîte noire, on n'a pas besoin de faire des trucs super durs sur des propriétés quasi indécidables, etc. On regarde juste ce qui rentre et qui sort, et on regarde si ça correspond à ce à quoi on s'attend. Et là par contre c'est super dur parce qu'il faut regarder l'intérieur du code du programme, mais ce que vous gagnez c'est que vous pouvez faire plus de choses en regardant le code du programme. Par exemple, ici, vous pouvez empêcher un programme de faire quelque chose de mal, mais vous ne pouvez pas forcer un programme à faire quelque chose de bien. Vous ne pouvez pas dire, il faut que ce programme ne soit pas deadlock. Alors apparemment, bon, vous pouvez évidemment mettre des timeouts, mais c'est pas parce qu'un programme a rien fait pendant une seconde qu'il est forcément deadlock. Peut-être qu'il est en train de faire des calculs internes ou des choses de ça. Donc ici, vous avez accès à quelque chose de plus précis sur l'ensemble des propriétés que vous pouvez vérifier, et entre autres, vous pouvez vérifier des propriétés de liveness de manière statique, alors que vous ne pouvez pas vérifier des propriétés de liveness de manière dynamique, et que la vérification dynamique, elle s'adresse plutôt à tout ce qui est propriété de safety. Hein, vérifier que le programme ne fait pas quelque chose de mal. À ce moment-là, lui, le moniteur le voit, et il donne l'alerte. Voilà la différence. Et une manière de faire une vérification sur les programmes, c'est d'utiliser
des systèmes de types. Alors les types, vous savez ce que c'est si vous faites TAS, sinon j'espère que vous savez ce que c'est quand même parce que vous êtes en STL. Sont des abstractions des termes qui donnent des informations sur leur nature. Et vous connaissez les types fonctionnels, d'accord, le fait de dire que f prend deux arguments, une liste d'entiers et une fonction des entiers dans les booléens, et renvoie une liste d'entiers, hein, typiquement le type d'une fonction de filtrage. Donc l'objectif des types, il est multiple, ça dépend évidemment du système de type qu'on considère. Ça peut être de garantir la saine composition des éléments d'un langage, c'est-à-dire de dire que le fait que quand vous appelez une fonction sur les entiers, vous n'êtes pas en train de l'appeler sur une liste d'entiers. Hein. Vous savez, la seule erreur de type de JavaScript, c'est quand vous essayez de donner des arguments à quelque chose qui n'est pas une fonction. Et puis, c'est aussi de garantir d'autres propriétés, la terminaison, la terminaison, donc le fait que le processus finit par terminer. La deadlock freedom, c'est de dire que le processus n'est pas capable d'arriver dans un deadlock comme le dîner des philosophes. Et puis des propriétés de sécurité, on n'est pas en train de leaker de l'information ou de bons comportements. Quand il y avait DAR en M2, DAR avec un seul A, il y avait les filles de l'INRIA, Sophia Antipolis, qui venaient montrer des systèmes de type pour la sécurité des navigateurs web, qui sont vraiment utilisés par le W3C. Et en fait, c'est des systèmes de type qui garantissent qu'on ne peut pas, en fonction de l'empreinte que vous laissez avec votre navigation web, deviner qui vous êtes. Donc vous avez un système de type qui garantit une propriété d'anonymat, qui fait partie de la classe plus générale des propriétés de sécurité. Donc il y a vraiment des systèmes de type pour plein de propriétés différentes, et si vous avez fait votre synthèse d'article TAS, alors vous avez vu qu'on peut faire des systèmes de type pour le contrôle des ressources, la taille de ce qu'on utilise, et puis plein de la terminaison, la correction vis-à-vis d'un modèle, plein de propriétés différentes. Voilà, donc la méthode, c'est qu'on définit une règle de typage et on prouve des jugements de type dans le contexte gamma, le processus P peut avoir le type T. Donc dans le cas du pi-calcul, il y a une question qui se pose, qui est qu'est-ce qu'on peut typer? On peut typer les canaux et on peut typer les processus. On peut typer les canaux et du coup on va avoir des règles structurelles du type je peux typer P1 parallèle P2 si je peux typer P1 et typer P2 avec certaines conditions sur P1 et P2. D'accord? Et quand on type un canal, on va le typer partout dans le processus. Donc si on dit que sur le canal A, on le type avec le type T, c'est-à-dire que partout dans le processus A est utilisé avec le type T, et vous voyez que l'intérêt premier du système de type le plus simple qu'on peut donner au pi-calcul, c'est de faire en sorte que un canal soit toujours utilisé de la même façon dans l'intégralité du processus. Et ça, c'est donné par ce qu'on appelle les types simples. Donc ça pour le coup, c'est au programme du TD, des examens et ce genre de choses, et c'est plutôt simple à comprendre. Et l'idée, c'est de donner des types aux canaux du pi-calcul, et ces types doivent décrire l'utilisation qui en est faite. Donc la syntaxe des types, c'est de dire un type, c'est soit un entier, c'est soit un type de base, alors ça on s'en bat qu'on peut mettre entier, booléen, tout ce que vous voulez, soit c'est dièse et un vecteur de type. Et dièse, ça veut dire le type d'un canal qui transporte cette chose-là. Donc si vous avez fait PC3R l'année dernière, vous êtes carrément en terrain connu, parce que c'est le type des canaux de Go, d'accord, et c'est aussi le type des canaux synchrones d'OCaml. Vous dites, je transporte cette chose-là. Alors c'est peut-être plus facile en OCaml, parce que c'est exactement ça, alors qu'en Go, vous vous souvenez, quand on veut transporter plusieurs trucs sur les canaux, on fabrique une struct et on transporte la struct, et du coup on masque un petit peu cette hiérarchie. Donc par exemple, regardez ce truc-là. C'est un processus qui reçoit XY sur le canal P, et qui ensuite devient en parallèle X bar de Y et Y bar de 3. Et on veut typer ce processus, on veut dire est-ce qu'il est bien typé. Pour qu'il soit bien typé, il faut que à chaque canal, à chaque nom qui apparaît dans ce processus, je puisse associer un type. D'accord? Alors une manière facile de procéder, c'est en partant du bas. 3, c'est forcément de type nat, vu que 3 c'est un entier. Donc Y bar de 3, ça force Y à transporter du nat. Donc ça force le type de Y à être dièse nat. Et puis X transporte du Y, puisque j'ai un X bar de Y. Donc X doit transporter les choses du même type que Y.
Et Y, c'est quelque chose qui transporte des entiers. Donc Y, c'est quelque chose qui transporte des canaux qui eux-mêmes transportent des entiers. Donc le type de X, ça devient dièse dièse nat. Je transporte des choses qui transportent des entiers. Et enfin, le type de P, c'est quelque chose qui transporte du X à gauche et du Y à droite. Donc ça va être quelque chose qui est de type dièse, à gauche dièse dièse nat, à droite dièse nat. Si vous n'avez pas compris ça, il faut me le dire sur le chat, d'accord? C'est la base du simple typage, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure en TD, et il y aura une question de simple typage à l'examen, où vous avez un processus, et vous devez essayer d'associer des types simples à ce processus. Donc d'accord, vous regardez les valeurs de base, vous regardez ce que transporte un canal, et vous essayez d'associer en disant, bah oui, bah là il transporte du X et du Y, X transporte du Y, donc il doit avoir le type de je transporte quelque chose qui transporte Y, etc., etc. Vous ne pouvez pas typer A bar A, d'accord, ça vous ferait un type récursif, parce que le type de A, ça serait dièse le type de A, et du coup, il n'y a pas de solution si on utilise des types inductifs, d'accord. Et puis, donc il y a un vrai système de types ici pour les types simples. On peut regarder en détail deux règles, la règle de l'output et la règle du parallèle. Donc l'output, ça dit, si jamais, pour pouvoir typer dans le contexte gamma, A bar V.P, il faut que je puisse typer P. Il faut que dans le contexte gamma, A ait le type dièse quelque chose. Et il faut que dans le contexte gamma, V soit du type quelque chose. Donc en fait, pour typer A bar V, il faut que le type de V dans gamma, ce soit le type de ce que transporte A dans gamma. Un gamma, c'est un contexte, donc c'est quelque chose qui retient le type de tous les canaux libres. Pour l'input, vous avez, pour typer A de X de P, il faut que dans gamma, vous ayez dit que A transporte quelque chose de type T. Et ensuite, il faut que vous typiez P en supposant que le X que vous avez reçu ici est du type ce qui est transporté par A, et donc est de type T. D'accord. Puis pour typer le P1 parallèle P2, il faut qu'avec le même gamma, vous typiez P1 et P2. Donc elle est importante cette règle du parallèle, même si elle est très simple, parce qu'elle dit que comme c'est le même gamma ici et là, elle force les canaux dans tout le processus à avoir le même type. C'est-à-dire s'il y a un A ici et un A bar dans P2, alors ils transporteront la même chose, parce que le même gamma qui donne le type de A est utilisé dans P1 et dans P2. Et évidemment, on peut étendre ça aux canaux polyadiques, d'accord, c'est-à-dire aux canaux qui envoient plusieurs choses ou qui envoient zéro chose, en disant, si je fais A bar de V1, Vn, alors il faut que A soit du type dièse T1, Tn, et que chaque VI soit du bon type. Que le V1 soit type T1, V2 soit type T2, et que Vn soit type Tn. D'accord. Pour ceux qui comprennent le typage, c'est limpide et presque insultant de vous montrer ça. Alors j'ai appuyé sur la touche début, c'était une mauvaise idée. Donc voilà, donc ça c'est les types simples, et puis on fera tout à l'heure quelques exercices de type simple, où on prend des processus, et puis on regarde est-ce qu'ils sont typables ou pas. Et c'est typiquement une question d'examen, d'avoir trois processus, et d'être capable de dire est-ce que je peux associer des types à chacun de ces processus. Bon. Maintenant, parlons de terminaison. On dit qu'un programme termine quand toutes ses exécutions sont finies. Alors attention, si vous avez fait du lambda calcul, la terminaison c'est la normalisation forte et pas la normalisation faible. Ça veut dire qu'il n'y a aucune manière de faire boucler le programme. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il est possible de terminer, ça veut dire qu'il est impossible de boucler à l'infini, ou de faire une réduction infinie. Donc ça c'est la terminaison, et puis vous connaissez plein de programmes non terminants. En lambda calcul, oméga, c'est-à-dire delta appliqué à delta, ça boucle parce que ça se réduit sur lui-même. En imp, un langage impératif formel, while true do skip, skip c'est le truc qui fait rien, while true bah, ça va boucler à l'infini, bah, c'est aussi un programme divergent. En système de réécriture, alors il me semble que vous n'en avez pas fait, mais il y a une chance sur deux que vous en avez fait en fonction de, en L3 si vous aviez eu le cours de Frédéric ou pas. Un système de réécriture, il dit que quand j'ai une boule blanche, je peux la transformer en deux boules blanches, et quand j'ai une boule blanche, je peux aussi la manger. Ce truc-là, il boucle, enfin il ne termine pas, parce que vous pouvez prendre une boule blanche, la transformer en deux boules blanches, prendre une de ces deux boules blanches, la transformer en deux boules blanches, etc., etc. Donc ce système de règles de réécriture, il est non terminant aussi. Et dans ces trois domaines, c'est une propriété importante de dire que ça termine ou pas, et c'est un domaine de recherche à part entière. C'est-à-dire, regardez dans le lambda calcul, les preuves de terminaison du lambda calcul, c'est des choses célèbres, connues, qu'on discute depuis des dizaines d'années. La terminaison
des programmes avec des boucles, c'est aussi quelque chose qu'on sait analyser, qu'on sait faire. Et la terminaison du système de réécriture, c'est aussi un domaine de recherche à part entière, avec plusieurs églises allemandes qui fabriquent chacune leur terminateur, c'est-à-dire leur outil qui permet de dire si un système de réécriture termine, et qui font une compétition tous les ans sur où ils tirent au hasard des problèmes et ils lancent leur terminateur pour savoir lequel arrive à détecter le plus de systèmes terminants ou non. Je suis allé une fois et c'était spécial. En programmation, on sait faire des choses de terminaison pour les langages fonctionnels, des systèmes de type, de la réalisabilité, lambda calcul simplement typé. Pour les langages impératifs, on sait faire de l'interprétation abstraite, de l'analyse de boucles, etc. Pour les systèmes de réécriture, on a plein de choses très compliquées, des ordres polynomiaux, des interprétations polynomiales, etc. Et il y a un point qui est intéressant ici, c'est le lambda calcul simplement typé. Si vous avez fait TAS, vous savez que donner des types simples au lambda calcul, c'est suffisant pour écarter toute divergence. Le lambda calcul simplement typé est terminant. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça marche pour le pi calcul? D'accord? Donc dans le cas particulier du lambda calcul simplement typé, les types simples, A flèche B, c'est-à-dire les types qui sont construits uniquement avec la flèche, garantissent la terminaison. On peut faire différentes preuves de terminaison. On peut aussi l'enrichir avec le polymorphisme et les types sommes. Mais en pi, ça marche pas. D'accord? On peut faire des processus qui terminent pas avec des types qui sont simples. Par exemple, celui-là, il est très bien typé. C'est le processus qui a un serveur qui reçoit X sur A et ensuite qui produit un appel sur A avec X. Et ici, je bootstrap le serveur avec un A-bar de 3. Donc ce qui va se passer, c'est que A-bar de 3 va parler avec le serveur va persister, il va me donner une copie de cette continuation dans laquelle 3 remplace X, donc il va me donner une copie A-bar de 3. Donc en une étape de réduction, je me réduis sur moi-même. Et pourtant, il est parfaitement typé. 3 c'est du NAT, A c'est du dièse NAT, X c'est du NAT aussi, donc ça c'est bien du dièse NAT, donc tout va bien au niveau du typage. D'accord? Donc les types simples, ça ne sert pas à la terminaison en pi calcul. Alors comment on peut faire pour s'intéresser à la terminaison en pi calcul? L'idée c'est de comment on construit un système de type pour la terminaison en pi calcul. Donc c'est une propriété intéressante, la terminaison. Dans le cas séquentiel, vous comprenez bien pourquoi. Et dans le cas concurrent, vous pourriez m'objecter de dire ça sert à rien la terminaison dans le cas concurrent parce que on veut des serveurs qui restent pour toujours. On veut pas qu'un serveur s'arrête, on veut qu'il reste pour toujours. Et c'est vrai, vous avez raison, mais vous voulez une terminaison réactive dans le monde concurrent. Vous voulez que quand vous appelez un serveur web, vous voulez recevoir la réponse HTTP au bout d'un temps fini. D'accord? Donc il faut pouvoir prouver le fait que lorsque vous avez un réseau de gens qui se parlent et qui s'envoient des messages ou des réponses, le protocole est bien terminant, c'est-à-dire au bout d'un moment, tout s'arrête. Et surtout, cette terminaison, elle sert elle est prérequis d'autres propriétés, par exemple l'absence de lock, le progrès, l'équité, ou des propriétés de complexité, en disant est-ce qu'un serveur est plus efficace qu'un autre serveur. Donc évidemment, ça va être difficile en pi-calcul, parce que la topologie est dynamique, elle change à l'exécution, et qu'on est dans un cas non déterministe. Par exemple, regardons ces processus divergents, et essayons de dire pourquoi ils sont divergents. Donc lui, c'est bang A.A bar parallèle à bar, et on sait qu'il se réduit sur lui-même en un coup. Lui, c'est bang A parallèle B bar, bang B parallèle à bar. Donc là, normalement, on le voit, ça. À l'œil nu, on se dit, bah oui, bah lui, c'est une réplication. À chaque fois qu'on la contacte sur A, elle fabrique une émission sur A. Donc forcément, elle va s'auto-entretenir. Donc ça, c'est pas bon. Lui, c'est plus dur à voir, mais on le voit quand même. On dit, lui, quand on le contacte sur A, il fabrique un truc sur B. Lui, quand on le contacte sur B, il fabrique un truc sur A. Si on bootstrap tout ça, forcément, les deux, ils vont s'entretenir l'un l'autre. Donc celui-là aussi, on voit qu'il est non terminant. Celui-là, c'est plus dur. Hein. On a ce code-là. Du premier coup d'œil, on voit pas que c'est non terminant. On voit qu'ici, il y a une réplication de A qui envoie du X. Donc évidemment, ce truc-là est non terminant si X peut être un A. Parce qu'à ce moment-là, avec du A, je fabrique du A. Et donc je peux boucler. Et on voit qu'ici, X peut être un B. D'accord? Puisque j'ai un C bar et un C ici. Et on voit qu'ici, X peut être un A parce que je peux faire jouer ce C bar avec ce CX de là. Et à ce moment-là, A remplace X, je récupère un bang A.A bar et je me retrouve dans un cas similaire à ce qu'il y a au-dessus. D'accord? En une étape, je récupère ce qu'il y a au-dessus, parallèle le C bar B qui reste dans la soupe. Et donc j'ai quelque chose qui boucle. Donc comment on peut faire? Donc ce que je veux vous montrer ici, c'est un exemple de système de type. Et c'est un exemple de système de type pour la terminaison.
c'est celui de Deng Yuxin et Davide Sanjurji de 2006, et c'est celui que j'ai utilisé au tout début de ma thèse, c'est pour ça qu'il y a des raisons de Madeleine de Proust là-dedans. L'idée, c'est qu'on va utiliser des types pour le pi-calcul qui vont donner un niveau à chaque nom ou à chaque canal. Un niveau, c'est quoi? C'est un entier qui va donner une importance à un nom. Et l'idée, c'est qu'on va dire les noms les plus importants peuvent générer, quand on les appelle sur une réplication, des noms moins importants, mais ne peuvent pas générer des noms aussi importants ou plus importants. Par exemple, quand on va avoir le processus c de x.x bar de 8, on va se dire, on va donner à x, on voit que ça c'est du nat, donc x il est de type dièse nat, c il est de type dièse le type de x, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter au-dessus des dièses des entiers qui vont donner l'importance du nom. Et on va dire x il est d'importance 2, il est de niveau 2, d'accord, et c est de niveau 1. Le 2 et le 1 là c'est arbitraire, hein. J'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu prendre d'autres nombres, dire que x est de niveau 100 et que c est de niveau 42 par exemple. À ce moment-là c'est un dièse 42 de dièse 100 de nat, puisque si x est niveau 100 et que c transporte du x, il faut que la valeur du niveau de ce que transporte c corresponde à la valeur du niveau de x, puisqu'il est transporté par c. Mais par contre, il n'y a pas de relation d'ordre entre quand je suis un dièse-dièse, il n'y a rien qui dit que le premier dièse va avoir un niveau plus important que le deuxième, peu importe. Mais l'idée, c'est que chaque nom a un niveau qui lui est donné par son type. D'accord? Et avec ce nom, on va contrôler les boucles. D'accord? Ce qu'il faut contrôler, le problème du pi-calcul, ce qui donne les choses non terminantes, c'est ces trucs-là. C'est ces réplications. D'accord? C'est ça qui fabrique des boucles. C'est le fait que j'ai un A bar, que je peux jouer avec cette persistance, qui va me redonner un A bar. Ça dit, avec du A, je fais du A bar. Ça dit, avec du A, je fais du B, avec du B, je fais du A. Et donc, du coup, il faut empêcher ces boucles. Et pour empêcher ces boucles, on va forcer à ce que on récupère ici, en utilisant une requête sur A, ce soit quelque chose de strictement plus petit. Donc c'est à ça qu'ils servent les niveaux. Ils servent à ordonner les noms par niveau d'importance et à faire que quand on joue une réplication, le niveau de la réplication ici doit être plus important que le niveau de tous les noms dans la réplication. Donc pour ça, on utilise une notion de poids, et globalement, le poids d'un processus, c'est le niveau maximum d'une émission libre dans le processus. Bon, par exemple, ici, le poids de ce processus, c'est 2, parce qu'il a une réception, ça compte pas, et il a une émission sur X qui est de niveau 2. Donc le poids de ça, c'est 2. Et ensuite, on va contrôler les réplications en disant, si j'ai une réplication sur A qui est de niveau K, et que la continuation de la réplication c'est P, alors il faut que le poids de P soit N, qui est strictement plus petit que K. Donc il faut que toutes les émissions qui sont dans P se fassent sur un niveau qui soit strictement plus petit que le niveau sur lequel on a fait l'input initial de la réplication. Et le fait que ce système est correct, c'est parce que on va avoir une mesure décroissante. Alors regardons tout de suite ce que ça fait. Par exemple, ici j'ai ce processus T1 qui est bang A.B bar B bar C bar, bang B.C bar C bar. Donc j'ai une réplication où je reçois du A, et avec du A je fabrique 2 B bar et 1 C bar, et ici je reçois du B, avec du B je fabrique 2 C bar. Et l'idée c'est de dire que si je mets un A et un B à côté de T1, je peux utiliser mon B avec ça pour fabriquer 2 C bar, je perds mon B bar, mais je fabrique 2 C bar, et je peux utiliser mon A bar avec lui pour fabriquer 2 B bar et un troisième C bar, et après je peux utiliser mon B bar pour récupérer encore 2 C bar, puis mon autre B bar pour récupérer 2 C bar, et après j'ai T1 et 7 C bar, mais je peux plus rien faire des C bar, donc je termine. Donc je m'arrête. Donc là on a quelque chose qui s'arrête, parce qu'on peut trade du A contre du B et du C, trade du B contre du C, mais une fois qu'on a du C, on peut plus rien faire. On peut pas reboucler sur du A ou des choses comme ça. Et donc l'idée c'est de dire, le nom A il est plus important que les noms B et C, parce qu'avec du A je peux faire du B ou du C. Et le nom B il est plus important que le nom C, parce qu'avec le B je peux faire du C. Donc je vais donner l'importance 3, le niveau 3 à A, le niveau 2 à B, le niveau 1 à C, et je vais pouvoir typer ces choses-là. Parce que là, j'ai un nom de niveau 3, et derrière, j'ai un truc qui fait que des outputs de niveau 2 ou 1. Là, j'ai un nom de niveau 2, et derrière, j'ai un truc qui fait que des outputs de niveau 1. Donc strictement plus petit à chaque fois. Et si vous regardez le multiset des émissions libres dans cette réduction, là, j'ai une émission de niveau 3
une émission de niveau 2. Je mange mon émission de niveau 2, il me récupère une émission de niveau 3, deux émissions de niveau 1. Je mange mon émission de niveau 3, je récupère deux émissions de niveau 2, trois émissions de niveau 1. Je mange une de celles-là, je récupère deux niveau 2 deux niveau 1 supplémentaires. Et à la fin, j'ai 7 émissions de niveau 1 et je peux plus rien faire. Donc si vous connaissez les ordres multi-ensemble, je ne sais pas à quel moment vous les auriez vus, peut-être si vous avez fait de la réécriture à un moment en L3. Si vous connaissez les ordres multi-ensemble, vous voyez qu'ici, on décroît pour l'ordre multi-ensemble. On a quelque chose de plus petit à chaque fois, et donc on va forcément finir par arriver à un moment où on peut plus décroître, et c'est ça qui prouve la terminaison. Donc le but du jeu, c'est de donner des niveaux au nom grâce au type, et de vérifier que lorsqu'on a une réplication, un input répliqué, le niveau de l'input est strictement plus grand que le niveau de tous les outputs qui sont derrière. Et ça c'est chouette, et c'est normalement plutôt facile à comprendre. Et l'idée du système de type, c'est qu'on va utiliser le système de type pour propager ces niveaux et pour vérifier que les niveaux sont donnés correctement ou non. Donc là, vous allez voir que mon système qu'on a vu ici, il permet de rejeter les processus divergents qu'on a montré tout à l'heure. Lui, c'était celui qui mangeait du A pour faire du A. Et donc, il faut que je lui donne un niveau à A, par exemple N. Et j'ai dit, le niveau de l'input doit être strictement plus grand que le niveau de tous les outputs qui sont derrière dans la réplication. Donc ça veut dire que le niveau de lui doit être strictement plus gros que le niveau de lui, n strictement plus grand que n, c'est pas typable, on rejette. Le deuxième, AB, BK, il faut que je donne le niveau n à A, le niveau K à B. Donc ici, s'il y a un B bar derrière un A, il faut que n soit plus grand que K. Et ici, s'il y a un n derrière un K, il faut que K soit plus grand que N. Du coup, ça fait N strictement plus grand que K, strictement plus grand que N, qu'il n'y a pas de solution. Et ici, c'est grâce à la propagation du système de type que je m'en sors. Parce que comme ici, j'ai un X bar, et qu'il est derrière un bang A. Ça veut dire que le niveau de A doit être strictement plus grand que le niveau de X. Donc N doit être strictement plus grand que K. Et ici, j'ai T qui transporte du X. Donc ça veut dire que le T, il est d'un type... j'ai C qui transporte du X, c'est-à-dire que C, il est d'un type quelconque. Les slides, je pense, je les mettrai sur Moodle, si vous voulez. Et donc C, il est d'un type quelconque T, et il reçoit du X qui est de type... qui est de type K. Or, ici, sur T, j'envoie du A. Donc, C, il est aussi de type dièse T, dièse N, puisque A est de niveau N. Donc en fait, ce que transporte T, c'est quelque chose qui a le type de A et quelque chose qui a le type de X. Donc X et A ont le même type, donc N et K sont le même niveau, puisque les deux ont le même type, donc ils ont entre autres le même niveau. Et donc, ici j'ai un N strictement supérieur à K, le système de type force que N est égal à K, et les deux ensemble, ça fait que forcément, il y a une contradiction. Donc voilà pour comment les exemples divergents sont rejetés par le système de type. Alors le voilà en entier, le système de type, pas besoin de le comprendre d'un coup. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que quand il y a un output de A et que A est de niveau K, alors le poids de ce truc-là, ça devient le maximum entre le poids de P et K. Donc on compte chaque output. Donc je vais réexpliquer. Oui. Je vais réexpliquer celui-là. Donc, comment je fais hop. Je vais expliquer... On en fera tout à l'heure en TD, mais c'est peut-être bien de l'expliquer dès maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez typer ce processus-là. Donc, ça veut dire que vous devez donner un type à C, un type à X, un type à A, un type à B. D'accord? Donc X, on voit que c'est quelque chose sur lequel on transporte rien. Donc ça va être un dièse de rien du tout. Donc déjà, je peux remplir les types simples. C, c'est quelque chose qui transporte du X. Donc ça va être un dièse de rien du tout. A, ça va être quelque chose qui transporte rien. Donc ça va être un dièse de rien du tout. Et B, ça va être quelque chose qui
on sait pas, mais on peut voir qu'il est transporté par C, donc il doit être du type de ce qu'il y a dans C, c'est-à-dire dièse de rien du tout. Et maintenant, on doit donner des niveaux au nom. Donc, lui, on peut lui donner le niveau K, le niveau N, le niveau T, le niveau M, et on peut regarder s'il y a des égalités dans ces niveaux. Donc, on donne des niveaux arbitraires au nom, on peut regarder ce qui se passe. En fait, comme ici j'ai C de X, ça force le type de ce qui est transporté par C à être du type de X. Donc ça veut dire que ici, j'ai un K. Pour que C puisse recevoir du X, si X est type dièse K de rien, il faut que C soit type dièse un certain T de dièse ce même K de rien, puisque C transporte du X. Le type qu'il doit avoir ici, c'est le type de X. Mais ici, C transporte du A. Donc ça veut dire que le type de C, ça doit être, que transporte C, ça doit être le type de A. Donc C, il a le type dièse T, dièse K de rien, et donc il a aussi le type dièse T, dièse N de rien. Et on ne peut pas avoir deux types différents, donc ça veut dire que ces deux types doivent être égaux, et la seule manière pour que ces deux types soient égaux, c'est que N soit égal à K. Et donc c'est qu'en fait, le niveau de K soit le même que le niveau de N. Donc quand on a cette chose-là, bang A.xbar, on a un bang A.xbar. Ici, on consomme un nom de niveau N, et ici, on produit un nom de niveau K. Et on a dit que N et K, c'était la même chose. Or, on a dit qu'on avait le droit de typer les réplications que si celui de gauche est plus grand que tous ceux qui sont à sa droite. Et donc, il faudrait que N soit strictement plus grand que K, que le niveau de A soit strictement plus grand que le niveau de X. Or, le système de type force X et A à avoir le même niveau, puisqu'ils sont tous les deux transportés par C. Donc, il y a une contradiction entre le fait que le niveau de A doit être strictement plus grand que le niveau de X, donné par la réplication, et le fait que le niveau de A doit être le même que le niveau de X, puisqu'ils sont tous les deux transportés par C. Donc, grâce au système de type, on va invalider ce processus, parce que le système de type va nous dire le type de X et le type de A c'est le même, vu qu'ils sont tous les deux transportés par C, et le système de type va nous dire aussi je ne peux valider cette réplication que si le niveau de A est strictement plus grand que le niveau de X. Et comme c'est le même, ça va pas marcher. D'accord? Donc en fait, il n'existe pas d'affectation de niveau à ces noms qui valide à la fois le système de type, c'est-à-dire qu'ils puissent se propager correctement parce que deux noms sont transportés par le même troisième, et qui en même temps satisfont les équations, les inégalités qui disent que quand on a bang A point quelque chose, le niveau de A doit être plus grand que le niveau de toutes les émissions qui sont dans le quelque chose. Alors j'espère que c'est clair, et sinon j'espère qu'on aura le temps tout à l'heure en TD de refaire d'autres exercices comme ça. Donc il est là le système de type. Le plus important c'est la réplication, qui nous dit que si P a le poids N, c'est-à-dire, et le poids on sait que c'est le niveau maximum d'une émission dans P, et que A a le niveau K, alors on peut typer bang AX de P seulement si le niveau de A est plus grand que le poids de P, c'est-à-dire est plus grand que le niveau de toutes les émissions dans P. Vous voyez que le processus vide a 0, que quand il y a un U ou qu'il y a un A, on ne touche pas au poids, pardon, qu'il y a un input, on ne touche pas au poids, d'accord? L'input il peut être de niveau qui est non répliqué, peut être de niveau ce qu'on veut, ça ne change pas le poids. Et ici, vous voyez que si vous avez deux processus en parallèle, le poids du parallèle, bah, c'est le maximum du poids des deux. Hein, puisque on a dit que le poids c'était le niveau maximum d'une émission, donc soit elle est là, et donc c'est le maximum des deux. Et quand il y a un output, vous comptez le niveau de l'output dans le poids du processus. Alors évidemment, il y a plein d'autres systèmes de Deng-Son-Georgi. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Est-ce que j'en parle ou pas? Non. Mais il y a des systèmes qui permettent de comparer plusieurs noms avec plusieurs noms. D'accord? Parce que le problème de ce système, c'est qu'il est un petit peu trop dur, et qu'il va rejeter des choses du type bang A.B. A bar.
Là, quand vous avez cette réplication-là dans votre programme, vous savez qu'elle n'est pas dangereuse. Parce que c'est une réplication qui attend du A pour spawner un B.A bar. Et pour pouvoir récupérer un A bar, pour pouvoir rejouer avec cette réplication, il faut consommer un B. Donc il faut deux choses, un A et un B, pour fabriquer un A bar. Donc c'est pas possible qu'elle s'auto-entretienne, cette réplication. Parce que, effectivement, une fois qu'on a eu le B, on récupère un truc comme ça, mais à chaque fois, on a besoin d'un B qui vient de l'extérieur. Donc ça, en isolation, c'est plutôt safe vis-à-vis de la terminaison. Mais le système de Deng Sonjorji, il est implacable. Il va dire, ici, il y a un A. Dans ce qu'il y a derrière, il y a un A bar. Donc le niveau de celui-là peut pas être strictement plus grand au poids de ce qu'il y a derrière, puisque forcément il y a un A bar là-dedans, donc ça va être au moins égal. Donc je le rejette. Et c'est des choses qu'on n'a pas envie de rejeter, entre autres parce que ça permet de modéliser certaines choses intéressantes certains programmes ou certains protocoles en pi-calcul. Donc l'idée c'est qu'on essaie de faire des choses plus compliquées, où on regarde la série des inputs juste après le bang, et on le compare à tous les outputs. Et là on voit que on échange un A, un B, deux C, contre un A, un X, un Y, un C. Et si jamais on est capable de montrer que le multiset des niveaux de ce qu'on a consommé est strictement plus grand que le multiset des niveaux de ce qu'on a produit, par exemple si B est de niveau 3, que Y et X sont de niveau 2 et que C est de niveau 1, on échange un niveau 4, un niveau 3, deux niveau 1 contre un niveau 4, deux niveau 2, un niveau 1, et ça c'est plus grand que ça, donc c'est bon. Donc après évidemment on peut complexifier le truc pour essayer d'être plus précis, et puis ça vous montre aussi le curseur des analyses statiques, c'est que on peut faire des analyses qui sont simples à mettre en œuvre, qui vont garantir que les processus qu'elles analysent sont bons, mais qui vont rater plein d'autres bons processus. Et à chaque fois qu'on veut capturer plus de bons processus, il faut des analyses de plus en plus compliquées, et au bout d'un moment, ça vaut plus le coup de descendre à ce niveau-là. Alors, d'autres types pour le pi-calcul, on va voir d'autres types, comme les types linéaires, et enfin juste les types linéaires, et après je vous présenterai les types de sessions. Normalement, je vous mettrai pas d'exo de type linéaire aux examens. J'essaie de mettre un exo de celui-là, parce que c'est une bonne illustration de qu'est-ce qu'on peut faire avec des systèmes de type. Type linéaire, c'est peut-être un petit peu plus large et plus riche comme chose qu'on peut utiliser. Oui, oui, tout à fait Enzo, c'est l'ordre multi-ensemble. Alors c'est un truc, si vous l'avez pas vu, vous l'avez pas vu, mais ça dit que quand j'ai un bonhomme de niveau 4, un bonhomme de niveau 3, un bonhomme de niveau et deux bonhommes de niveau 1, alors je suis plus grand que quand j'ai un bonhomme de niveau 4, deux bonhommes de niveau 2 et un de niveau 1. Alors c'est un peu bizarre pour ceux qui en ont jamais fait. Alors il faut pas faire la somme, parce qu'effectivement si vous faites la somme, là ça fait 9 et là ça fait 9 aussi. Donc c'est quelque chose de plus fin que la somme. C'est quelque chose qui regarde où est la différence entre les deux et qui regarde s'il y en a un qui domine les autres. Là il y a un bonhomme de niveau 4, mais là il y en a un aussi. Là il y a un bonhomme de niveau 3 et là il n'y a pas de bonhomme de niveau 3. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a enlevé ce qui était pareil au niveau 4, ici on a quelque chose d'un niveau 3 et ici on n'a rien de niveau 3, donc ça domine ça. Donc je peux pas expliquer plus, mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui s'appelle l'ordre multi-ensemble, qui permet de comparer des multi-ensembles. Et l'idée c'est qu'on part de la valeur la plus haute de chaque multi-ensemble. On regarde, est-ce qu'il y en a une ici qui n'y a pas là? Si vous trouvez une valeur ici la plus haute et que la valeur la plus haute ici est pas là, alors ça veut dire que lui est plus grand que lui. D'accord? Et si jamais la valeur la plus haute ici, elle apparaît ici aussi, vous en enlevez une de chaque côté. Et vous continuez. Donc si vous voulez comparer 4, 4, 3, 1, 4, 3, 3, 2, vous prenez la valeur la plus haute de chaque côté. Ici c'est 4, ici c'est 4. Si c'est la même, vous l'enlevez des deux côtés, et vous prenez la plus haute. Ici c'est 4, ici c'est 3. Ça c'est plus grand que ça, donc lui est plus grand que lui. D'accord? Donc l'ordre multi-ensemble, c'est un ordre qui est un bon ordre. Je sais plus comment on dit en anglais. Well-founded, je pense. Donc qui est bien fondé. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un ordre est un bon ordre ou qu'il est bien fondé?
Ça veut dire qu'il n'existe pas de suite infinie dans l'ordre strictement décroissante. C'est-à-dire quand on part d'un bonhomme, si jamais on descend en décroissant, on ne peut pas descendre à l'infini. Donc c'est trop bien, parce que ça veut dire que on termine forcément. Si vous montrez que votre programme, à chaque étape de réduction, il descend strictement dans un bon ordre, alors vous montrez qu'il est terminant. Parce qu'un bon ordre ne peut pas descendre infiniment dans le programme. Du coup, l'ordre multi-ensemble, que vous n'avez pas vu si vous n'avez pas fait de réécriture, c'est un bon ordre. Et donc si jamais on a un système qui décroît pour l'ordre multi-ensemble, alors on a un système qui termine. Alors, d'autres choses, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc les types linéaires, donc l'idée c'est de contrôler l'usage d'un canal dans le pi calcul. Donc c'est un autre système de type pour contrôler autre chose, qui a plutôt rien à voir avec la terminaison. Et l'idée c'est d'avoir des canaux linéaires, c'est-à-dire des canaux sur lesquels on peut communiquer exactement une fois. Donc du coup on va avoir 3 modes pour nos canaux. Alors ce coup-ci, vous voyez, c'est toujours je rajoute des trucs par-dessus le dièse. Tout à l'heure c'était des niveaux, bah là c'est autre chose. Et alors si vous mettez les deux en même temps, un type avec à la fois des types, un système de type avec à la fois des types linéaires et des niveaux, alors il faut que vous trouviez de la place dans vos notations pour mettre des trucs en haut, en bas. Et du coup, ça doit parler à ceux qui ont eu des articles de TAS avec des systèmes de type où il y avait des notations en haut, en bas, à gauche, à droite, pour dire que bah oui, à chaque fois on complexifie un petit peu les systèmes pour essayer de capturer plus de programmes. Donc dièse 0 ça veut dire il est linéaire, dièse 1 ça veut dire qu'il est affine, on peut utiliser une fois ou 0, et répliquer ça veut dire qu'on peut utiliser autant de fois qu'on veut. Et en plus de ça, il y a 3 sortes de types. Il y a dièse, ça veut dire je peux envoyer et recevoir sur ce canal. C'est le dièse habituel. Il y a flèche vers le haut, ça veut dire je peux émettre sur ce canal, mais pas recevoir. Et flèche vers le bas, qui dit je peux recevoir sur ce canal, mais pas émettre. Et maintenant, il faut qu'on puisse séparer des contextes. Par exemple, là, ce plus entouré, il dit je sépare le contexte gamma en deux moitiés, gamma 1 et gamma 2. Quand je sépare gamma, quand je prends, par exemple, C, qui est dans gamma, et que je sépare gamma en gamma 1 et gamma 2, il faut que je choisisse où est-ce que je mets C. Si jamais C est de type affine ou répliqué, c'est-à-dire si je peux faire plusieurs choses sur C, alors quand je sépare gamma en gamma 1 et gamma 2, je mets C des deux côtés. Je pourrais m'en servir dans gamma 1 et je pourrais m'en servir dans gamma 2 de la même manière. Mais si jamais C est linéaire, quand je sépare gamma 1 et gamma 2, comme C ça représente la possibilité de faire une unique action sur un canal, il faut que je la sépare soit dans gamma 1, soit dans gamma 2. Par exemple, si dans gamma j'ai le droit de recevoir une fois sur C, alors quand je sépare gamma en gamma 1 et gamma 2, il faut que ce soit dans gamma 1 que j'ai le droit de faire une fois une réception sur C, soit dans gamma 2 que j'ai le droit de faire une fois une réception sur C. Mais si j'ai le droit dans gamma de faire une seule fois une émission sur C et que je sépare gamma en deux, bah, il faut que je choisisse de quel côté j'aurai le droit de faire une fois une réception sur C. Bon, un peu barbare, mais le point intéressant, c'est si C, c'est un canal linéaire sur lequel on a le droit d'envoyer et de recevoir. Si dans gamma, j'ai le droit d'envoyer une fois et de recevoir une fois sur C, et que je sépare gamma en gamma 1 et gamma 2, qu'est-ce qui se passe? Soit je donne à gamma 1 la possibilité de recevoir et d'envoyer une fois sur C, soit je donne à gamma 2 la possibilité d'envoyer et de recevoir une fois sur C. Soit je casse en deux ma possibilité d'envoyer et de recevoir sur C en la possibilité de recevoir, et je la donne à gamma 1, la possibilité d'envoyer, je la donne à gamma 2, ou je fais l'inverse, envoyer à gamma 1 et recevoir à gamma 2. Donc c'est un système de type dont je veux vous parler pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des systèmes de type. Entre autres, c'est un système de type qui dit sur ce canal, je peux faire, enfin sur ces canaux, je peux faire ces actions, et au moment où on sépare les contextes, on va être obligé de dire, c'est de ce côté-là que je donne le droit d'utiliser C, et de ce côté-là, je ne peux pas donner le droit. Donc vous avez un système qui est comme ça, et la règle intéressante, c'est la règle du parallèle, puisque quand vous typez P1 parallèle P2 avec gamma, il faut que vous sépariez en deux vos capacités. D'accord? Donc si j'avais le droit d'envoyer et de recevoir sur le canal A, dans gamma,
il faut que je donne dans gamma 1 ou dans gamma 2 le droit d'envoyer ou de recevoir, ou que je sépare les deux. Et ensuite, ça veut dire qu'il y aura qu'un seul des deux moitiés de processus qui pourra envoyer ou recevoir, et pas l'autre. D'accord? Et donc après, quand vous envoyez ou que vous recevez sur un canal linéaire, bah, vous l'enlevez vous l'enlevez, et sinon vous pouvez passer la propriété à quelqu'un d'autre. Donc je ne veux pas descendre dans les détails de système de type, mais juste pour vous montrer des exemples. Imaginez cette chose-là. Et imaginez que A est de ce type-là. A, c'est un canal qui peut être utilisé de manière répliquée. Donc on peut utiliser autant de fois A qu'on veut. Mais par contre, il reçoit des choses qui sont de type dièse 0. Donc les choses que A reçoit, il a le droit de les utiliser une fois en réception et une fois en émission. Et d'ailleurs, il doit les utiliser une fois en émission et une fois en réception. Ici, vous voyez que c'est typable. Pourquoi? Parce que A, il reçoit un X, et il doit l'utiliser une fois en émission, une fois en réception, et il le fait derrière. Super. Ici, c'est pas typable. Pourquoi? Parce avec ce type-là pour A. Pourquoi? Parce que A reçoit un X, il l'utilise une fois en émission, mais il l'utilise pas en réception. En fait, ce système de type, il garantit ici que quand on type le processus vide, il faut plus qu'il y ait dans le contexte, donc il ne faut pas qu'il y ait dans gamma de type linéaire. Il ne faut pas qu'il reste des choses à faire quand on arrive au type vide. D'accord? Donc là, quand on reçoit X, on lui donne la capacité d'envoyer et de recevoir. Ici, on envoie sur X, d'accord? Mais il nous reste la capacité de recevoir qu'on n'a pas utilisée, donc le système de type va rejeter ce processus. Donc le système de type, il est capable de dire qu'on utilise exactement une fois X en émission et en réception. Alors lui, il reçoit X, il envoie deux fois sur X, et il reçoit une fois sur X. Donc il n'est pas typable, évidemment, parce qu'il reçoit la capacité d'envoyer une seule fois sur X. Lui, il n'est pas typable, parce que ça va être typable, mais ce que A reçoit, ça doit être quelque chose sur lequel on peut envoyer et recevoir une fois. Donc on ne pourra pas pouvoir le mettre ici et là en même temps. B, c'est quelque chose qui est de type dièse 0, donc il ne peut pas y avoir deux noms qui transportent du B avec la capacité dièse 0. La capacité dièse 0, quand je sépare mon parallèle, je la donne soit à celui-là, soit à celui-là, et à celui à laquelle je n'ai pas donné, bah, je peux pas typer ce morceau de processus. Et enfin, celui-là, il est typable, donc il reçoit un X, et donc X, c'est toujours quelque chose sur lequel il doit envoyer et recevoir. Il reçoit sur X, mais par contre, il n'envoie pas sur X, mais il envoie D sur X. Et D, c'est quelque chose qui transporte un nom sur lequel on peut uniquement envoyer. Donc en fait, ce que fait A, c'est qu'il reçoit la capacité d'envoyer et de recevoir sur X, il utilise la capacité de recevoir sur X ici, et il délègue, c'est ce qu'on appelle une délégation, il délègue la capacité d'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc il envoie X à quelqu'un d'autre, et le D qui reçoit Y ici, c'est quelque chose sur lequel il peut juste envoyer, et ensuite il va pouvoir envoyer ce D, qui sera un X, qui sera donc un B ici. Voilà. Donc celui-là il est typable, mais il faut que j'enlève ce truc-là. Hein, je me suis trompé dans mon slide, évidemment il n'est pas typable parce que B, pour la même raison que le suivant, donc vous enlevez ce truc-là, et vous avez quelque chose qui est typable, avec ici la délégation. Donc ce système de type, qu'on ne regardera pas en détail, il permet de contrôler l'usage d'une ressource, et de faire en sorte qu'un canal soit utilisé exactement une fois, et il permet de faire des choses complexes comme envoyer ce canal et envoyer en même temps la capacité de l'utiliser uniquement en input ou uniquement en output. Donc c'est un système de type intéressant qu'on retrouve souvent pour construire d'autres systèmes de type qui regardent les ressources dans le monde du calcul typé. Et donc voilà, c'était un autre exemple de système de type formel que je voulais vous montrer sur Pi. Donc maintenant on passe à quelque chose de plus informel, mais aussi de plus proche de la... de plus proche de la... Alors je ne veux pas dire la vraie vie, mais du monde de la programmation et du développement. C'est ce qu'on appelle les types de sessions ou session types. Donc ça a été la grosse mode dans le monde de la théorie de la concurrence pendant les 10 dernières années. Donc c'est ce que je faisais il y a 10 ans quand j'étais en postdoc à Londres. Et
Et alors maintenant, ça s'essouffle un peu, hein, c'est comme, enfin, je sais plus, il y a certains d'entre vous à qui je l'ai déjà dit, la science, ça marche aussi par des modes. Il y a des choses qui sont à la mode et qui sont à la mode plus ou moins longtemps. Et ça s'auto-entretient, puisque quand les choses sont à la mode, les gens publient. Comme ça publie, les agences de financement trouvent que c'est populaire, donc elles offrent de nouveaux financements sur ce même domaine, qui incitent des gens à publier à nouveau sur le même domaine, et du coup ça fait des effets boule de neige. Et donc il y a eu la mode des types de sessions pendant une dizaine d'années, ce que je veux vous montrer ici, c'est à moitié un cours et moitié un témoignage d'une expérience de comment on peut partir de choses très théoriques ici et arriver globalement à votre futur métier à vous. Hein, c'est-à-dire métier de développeur, quoi. Peut-être qu'en fait il y en a certains d'entre vous qui feront des thèses et que du coup leur futur métier ce sera ça. Mais c'est quoi le rapport entre ça et le développement dans une boîte qui va vous arriver très bientôt, j'espère. Donc l'idée, c'est donc voilà. Donc l'idée, c'est donc je vous explique le contexte, je vous montrerai le formalisme et j'essaye de vous expliquer ce qui se passait dans la vraie vie et les relations qu'on avait avec les banques avec qui on travaillait et le projet dans lequel on était. Donc l'idée, c'est que vous avez trois programmes indépendants qui communiquent entre eux. Vous avez un océanographe à Brest, vous avez un instrument. Un instrument, c'est un mini. Alors, les instruments avec lesquels on bossait, c'était soit des mini sous-marins qu'on peut commander à distance, soit des bouées qu'on peut faire monter, descendre et analyser le pH ou la quantité de plancton dans l'eau à une hauteur différente. Et vous avez des serveurs qui sont, qui sont dans un laboratoire. L'idée, c'est que le, l'océanographe veut se servir de l'instrument et il doit passer par une phase de négociation avec le serveur. Donc vous avez un protocole qui ressemble à ça. Il commence à négocier avec le serveur contacte l'instrument pour savoir s'il est libre, il boot le sous-marin, et une fois qu'il est booté, le sous-marin il se met en contact directement avec l'océanographe, enfin le programme de l'océanographe, et ensuite il y a du streaming, c'est-à-dire le programme de l'océanographe il envoie des commandes au sous-marin, avance, monte, descend, et le sous-marin il recueille des données, des images ou des trucs de pH, de plancton, de tous les machins d'océanographie, et il les envoie au programme de l'océanographe qui ensuite peut les compiler, blablabla. Et ça lui fait des données. Bon. L'idée, c'est que, alors ce truc-là, sinon c'est Skype aussi, hein. Ça marche aussi avec Skype. Vous appelez quelqu'un sur Skype, il y a une phase où ça contacte les serveurs de Skype, qui vous identifie, machin, etc. Puis ça appelle la personne que vous voulez contacter, et une fois que la personne est appelée, les serveurs de Skype, ils n'existent plus, ça part directement de chez vous vers la personne, et vice-versa. L'idée, c'est que on veut la différence avec Skype, c'est qu'ici, on veut mettre en relation des programmes qui sont indépendants. C'est-à-dire, dans Skype, la personne avec qui vous Skypez, elle a le même Skype que vous, probablement. Ici, on veut dire qu'on a trois programmes complètement indépendants, qui peuvent être écrits dans des langages différents, qui sont compilés localement, et qui interagissent uniquement par une surcouche de messages interopérables entre langages. Donc ils s'envoient des messages genre MPQ, ce genre de surcouche, et ils s'envoient des messages dans une surcouche message, et les programmes sont complètement indépendants, et sont écrits dans des langages différents, etc. Donc la seule interaction, c'est les messages. Le seul point commun, c'est le fait qu'ils parlent le même langage de message. Et en plus, il n'y a pas de contrôle global. Il n'y a pas un arbitre qui dit c'est à toi de parler, c'est à toi de parler, c'est à toi de parler. Ils suivent un protocole chacun qui est qu'on appelle acentralisé. Il n'y a pas d'autorité qui dit c'est à toi de parler et qui choisit qui doit faire la prochaine action. Et l'objectif qu'on a dans ce domaine, c'est de garantir le succès des interactions, c'est-à-dire faire en sorte que tout se passe dans l'ordre et tout se passe correctement. Il ne faut pas qu'il y ait un programme qui attende de recevoir un message et qu'en face, il y ait aussi un programme qui attende de recevoir un message et du coup, ça débloque. Il ne faut pas que quelqu'un envoie un entier à lui alors que lui s'attendait à recevoir un entier. Il ne faut pas que quelqu'un envoie un entier à lui alors que lui s'attendait de recevoir une chaîne de caractères, etc. Donc on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de mismatch et que les interactions entre les différents morceaux de ce gros programme se fassent correctement.
Donc c'est ça, et la méthode qu'on va utiliser, c'est cette méthode formelle des types de sessions que je vais vous présenter. Donc l'article initial, c'est à la fin des années 90, et en fait, il n'a pas été vraiment utilisé tout de suite. D'accord. Il y a une théorie qui a été apparue à la fin des années 90, et c'est seulement à la fin des années 2000, et surtout au début des années 2010, que c'est devenu une mode dans le monde de la théorie de la concurrence. Alors, l'idée. On est dans le domaine des algèbres de processus, du pi-calcul, donc on a des agents qui communiquent sur des canaux, et on veut construire des types qui guident les interactions entre deux agents sur un même canal. D'accord. Donc il y a deux agents qui vont se parler sur le même canal, et on veut dire de quelle manière ils vont se parler. Donc dans cette version originelle, on est dans ce qu'on appelle des types binaires. Binaire, ça veut dire c'est deux personnes qui parlent entre elles. D'accord. Donc c'est différent de là où il y en avait trois personnes qui parlent entre elles, quand même. Vous allez voir qu'après on va passer à ce qu'on appelle les multiparties. Donc deux personnes se parlent entre elles sur le même canal. Le principe, c'est qu'on va décrire formellement les interactions entre les deux participants, ce qu'on appelle une session, et c'est de dire qu'est-ce qui va se passer de manière globale entre les deux participants. On va dire par exemple, le premier va envoyer un message au deuxième, puis le deuxième choisira entre soit arrêter la discussion, soit envoyer un message au premier, qui devra à ce moment-là choisir quelque chose, etc. Donc vous avez le choix, vous avez la récursion, on peut faire des boucles, et la brique de base, c'est la communication, où vous donnez le message dans quelle direction il va, hein, vous avez deux moitiés, vous dites dans quelle direction il va, qu'est-ce que c'est son étiquette, qu'est-ce que c'est le type du message, qu'est-ce qui se transporte, etc. Donc l'idée c'est que vous décrivez formellement cette interaction dans un langage de description très simple, et ensuite vous séparez automatiquement les deux moitiés. Et ça vous fait deux types pour les deux moitiés. Alors d'un côté, il y a le gars qui va envoyer, puis recevoir, puis choisir. De l'autre côté, le gars qui va recevoir, puis envoyer, puis subir un choix. Et voilà. Donc ça vous sépare votre type en deux extrémités symétriques. Et après, vous prenez vos deux programmes qui sont de chaque côté, et vous les validez par rapport à la moitié. C'est-à-dire vous utilisez un système de type, ou un type checker, vous regardez à la main que les deux programmes respectent leur moitié. Si les deux programmes respectent leur moitié, alors de manière magique, il y a un théorème qui dit que l'intégralité des interactions entre les deux va se passer comme vous voulez. D'accord. Donc, ce qui est original dans ces types, par rapport à ce qu'on savait déjà faire dans le pi-calcul avant 98, avant 98, on avait des types qui étaient surtout des types construits sur les types simples. Par exemple, c'est les deux choses qu'on a vues tout à l'heure. Le fait de dire dièse, de donner un niveau ou une capacité, et de dire A transporte des choses qui seront des couples d'entiers et de canaux qui transportent des choses de type B. Et puis de rajouter des informations, des niveaux, est-ce que c'est des inputs ou des outputs, ce genre de choses. Donc les types qu'on a vus avant, ils sont construits sur les types simples. On donne aux canaux des types qui disent qu'est-ce que le canal transporte. Et là on change et on fait des types sur un même canal, on va pouvoir transporter plusieurs choses. Mais on va dans le type donner l'ordre dans lequel les choses vont être transportées sur le canal et comment le canal va être utilisé. Donc avant on avait ça disait A est un canal sur lequel on transporte des entiers et des choses et des canaux qui transportent du B. Et maintenant on va avoir des trucs du genre S est un canal sur lequel je vais d'abord recevoir un entier et ensuite envoyer quelque chose de type B. Donc c'est vraiment différent. Hein. Là on faisait des types pour dire la nature de ce qui passait sur un canal dans l'intégralité du processus. Et là on fait des types pour dire comment va être utilisé séquentiellement un canal. Donc voilà un exemple de type de session. Vous écrivez votre type global qui représente l'interaction globale. C'est un vendeur envoie un prix à un acheteur. Ensuite, l'acheteur doit envoyer au vendeur un message qui est soit KO, et à ce moment-là, la session s'arrête, soit OK, et s'il envoie OK, le vendeur doit lui répondre avec un objet, et c'est fini. D'accord. Donc là, vous avez un exemple de type de session, vous décrivez votre session globalement, vous avez des interactions entre deux personnes, qui ici s'appellent seller et buyer, et il y a une communication dans un sens, suivie d'une communication avec un choix dans l'autre sens, et soit on s'arrête, soit on repart, et à ce moment-là, si on repart, il y a une troisième communication dans le sens initial. Et ce truc-là, vous pouvez le séparer automatiquement, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de travail à faire, il y a un programme qui prend ce truc-là et qui le sépare en deux automatiquement, pour avoir ce qui se passe des deux côtés. Si vous regardez du côté de l'acheteur, lui, ce type-là, il le voit comme je reçois un prix, et après, je choisis entre soit KO et ça s'arrête, soit OK
et je recevrai un objet, et ça s'arrête. Et si vous le regardez du point de vue du vendeur, vous voyez entre j'envoie un prix, et ensuite je reçois soit KO, et ça s'arrête, soit je reçois OK, et à ce moment-là, j'envoie un objet. D'accord? Donc les deux sont vraiment symétriques. Vous avez séparé ce machin-là en deux moitiés symétriques. Et maintenant, vous pouvez prendre des processus, alors des programmes, ou alors des modèles de ces programmes qui sont des processus, et regarder, est-ce qu'ils respectent ces types-là? Par exemple, imaginez ce processus candidat-là, sur S, il reçoit P, puis ensuite, il choisit entre soit envoyer KO sur S, soit envoyer OK sur S, et s'il envoie OK, il choisit de recevoir un item, enfin, il reçoit un item I sur S. Donc ça, c'est, vous avez un processus qui suit exactement cette chose-là. D'accord? Il reçoit un prix sur S, puis ensuite il écrit soit OK, soit KO, et s'il écrit OK, il reçoit un objet sur S. Donc on est content, ça c'est un bon acheteur. Maintenant regardez celui-là. Est-ce que vous pensez que c'est un bon acheteur? Il reçoit un prix sur S, et ensuite il émet KO sur S. Et donc jamais il émet OK, et jamais il s'attend à recevoir un item. Et la question c'est, est-ce que c'est un bon acheteur, cet acheteur-là? Et là, c'est le point peut-être plus difficile à comprendre pour ceux d'entre vous qui font pas tasse, c'est que lui, c'est un bon acheteur. D'accord? Parce que ce qu'il fait, il fait que des choses qui sont prévues par son type. Le type dit, tu dois être capable de recevoir un prix, et ensuite de choisir entre KO ou OK. Lui, il choisit tout le temps KO, mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui est prévu par le type. Dit, tu choisis soit KO, soit OK. Lui, il choisit les deux, il choisit entre les deux de manière non déterministe, lui, il fait tout le temps KO, mais ça reste un bon buyer. Par contre, regardez lui, c'est un candidat à être un vendeur, il envoie un prix sur S, et ensuite, il reçoit que KO, mais il ne peut pas recevoir OK. Est-ce que c'est un bon vendeur? Et la réponse est non, c'est pas un bon vendeur, parce que il respecte pas ce type-là, qui dit tu dois être capable de recevoir KO et capable de recevoir OK. Donc vous voyez qu'il y a une injustice ou une différence entre le choix quand on envoie et le choix quand on reçoit. Quand on reçoit, on doit être capable de tout recevoir. Quand on envoie, on peut envoyer ce qu'on veut, mais il faut envoyer quelque chose qui est prévu par ça. Du coup, on arrive à une relation de sous-typage implicite, qui est de dire, vous avez le droit d'envoyer plus, enfin de choisir, quand c'est vous qui choisissez, vous avez le droit de choisir parmi moins de choix que ceux du type, et quand c'est vous qui recevez le choix, vous avez le droit de proposer plus de choix que ceux du type, mais vous devez au moins proposer ceux du type. Et si jamais ça marche, c'est-à-dire si vous choisissez parmi moins de choix, ou que vous proposez plus de choix que nécessaire, alors ça va bien se goupiller. Les interactions, elles se disent, elles doivent se passer sur celle du type. Donc si celui qui envoie, il envoie parmi au plus celle du type, et si celui qui propose, il propose au moins celle du type, alors les deux vont bien se brancher. Donc vous avez un truc de sous-typage qui va rajouter de la covariance dans les outputs et de la contravariance dans les inputs, et donc c'est rigolo, on peut faire plein de trucs avec. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces plein de trucs? On peut faire les multi-party session types, c'est-à-dire des gens qui ont des types avec plus que deux personnes. D'accord? Là, on a toujours deux personnes, c'est symétrique. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose? Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a une sorte de relation de Curie-Howard avec laquelle je suis pas forcément complètement d'accord, mais il y a eu beaucoup de papiers au début des années 2010 sur le fait que les types de sessions binaires, on peut les mettre en relation avec les logiques linéaires et intuitionnistes, et de dire que les programmes correspondent à des preuves, et puis la réduction dans le pi-calcul correspond à l'élimination des coupures dans les preuves, exactement comme il y a un Curie-Howard entre lambda calcul simplement typé et la logique intuitionniste. Donc, mais souvent, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que les protocoles dans les réseaux impliquent souvent plus de deux participants. À ce moment-là, la symétrie est cassée, et on introduit de la synchronie. Et c'est rigolo de dire que, par exemple, A envoie le message M1 à B, puis A envoie le message M2 à C, puis C envoie le message M3 à B. Et ce qui est marrant, c'est que B peut recevoir M3 avant M1. C'est ça qui est rigolo dans les réseaux, c'est qu'il y a de la synchronie, votre message y part,
Et après, enfin, les messages, on suppose que les messages qui ont le même destinataire et le même destinateur ont un ordre qui est préservé. D'accord? Si un envoie plusieurs messages à B, il n'y en a pas un qui double l'autre. Par contre, si ils viennent de destinataires différents, ils peuvent arriver dans des ordres différents. S'ils vont vers des endroits différents, ils peuvent arriver dans ordres différents aussi. Et voilà, donc en 2008, il y a un article qui va lancer les types de sessions multiparties et le fait de pouvoir modéliser le fait qu'il y a il y a strictement plus que 2 personnes dans le réseau qui se parlent. Donc et l'idée c'est qu'on va pouvoir utiliser, alors autant ça c'était vraiment abstrait, cette histoire de type binaire, d'accord, c'est vraiment dans le domaine mathématique, c'était intéressant, et maintenant que c'est multipartie, on va pouvoir les utiliser dans la vraie vie sur des vrais protocoles. Et donc l'idée c'est de vérifier des protocoles de réseaux de services qui sont acentralisés, qui communiquent par passage de messages et qui n'ont pas un arbitre global qui en permanence est capable de dire où ça va. Donc on va spécifier des chorégraphies, parfois on appelle ça des chorégraphies, donc on donne un grand type général pour les interactions entre tout le monde, et puis on va projeter cette chorégraphie en types locaux pour chaque personne qui joue un rôle dans la chorégraphie, pour chaque personne qui joue un rôle dans la session. Donc ça va faire pareil qu'avant, on va avoir un truc global mais avec plus que 2 participants, et ensuite chaque participant va récupérer une projection du type global, et ensuite on va vérifier chaque participant vis-à-vis de sa projection. Et on va dire que si le participant y valide sa projection, alors, si tous les participants valident leur projection, alors on gagne et on a quelque chose qui se passe bien au niveau global. Donc si localement chaque agent se conforme à son type local, alors globalement le réseau fonctionne de manière correcte au niveau global, comme on voulait dans la spécification de la chorégraphie. Alors comment on fait pour vérifier que localement les types, les agents se conforment à leurs types locaux? Et bien c'est la même chose que tout à l'heure, soit on les valide en les analysant statiquement, soit on les monitore en mettant autour d'eux un processus qui vérifie qu'ils font les entrées-sorties dans le même ordre et de la même manière que ce qui a été décrit dans leur type. Alors voilà l'idée. Vous avez les gens, les développeurs et les chefs de projet qui écrivent le protocole global. D'accord ? Et ensuite, vous avez les développeurs qui écrivent le code source qui, au sein d'un projet, peut être dans plusieurs codes différents. Donc, il peut y avoir du Java, du Scala, du C, du Camel, Python. Et vous avez un programme qui automatiquement décompose le protocole global en types locaux pour chacun des participants de l'interaction. Donc vous avez une grosse interaction entre A, B et C, et cette interaction, elle est automatiquement projetée en qu'est-ce que doit faire A, qu'est-ce que doit faire B, qu'est-ce que doit faire C. Et ensuite, vous vérifiez le code avec la spécification. Donc là, vous avez par exemple ici quelque chose de statique. Une fois, vous prenez le code source et vous regardez que il est bien conforme vis-à-vis de C, de la spécification de C, qui est elle-même obtenue par projection du protocole global. Donc lui, vous avez réussi à regarder son code source et à dire qu'il valide, donc très bien, vous pouvez le mettre sur votre réseau. Par contre, eux, vous n'avez pas accès au code source, ou alors c'est trop compliqué. Donc vous les bloquez vis-à-vis du réseau avec un moniteur, et ce moniteur, il vérifie le type local qui est obtenu par le protocole global. Et nous, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on automatisait cette partie-là et cette partie-là. C'est-à-dire, les chefs de projet écrivaient un protocole global, ensuite ils faisaient tourner un projeteur qui transformait ce protocole global en protocoles locaux, et ensuite nous, on avait d'abord en Python, puis ensuite en Java, un générateur de moniteurs à partir du code local, qui fabriquait tout seul le morceau de code qui vit dans le réseau, et qui vérifiait que les choses qui rentraient, sortaient du code écrit par le développeur étaient conformes au protocole global projeté et qui était écrit par le chef de projet. Donc c'est ça qu'on faisait. Et dans quoi on bossait? Alors l'idée c'est difficile d'avoir... c'est difficile. Il faut des réseaux de services qui soient acentralisés. Donc il faut que c'est des choses qui soient plutôt distantes. Et en fait dans le web,
c'est plutôt difficile d'obtenir des applications concrètes. Moi, je relis souvent des articles de services dans le web, et à chaque fois, ils ont toujours le même exemple de l'agence de voyage qui contacte l'hôtel, la compagnie d'avion, etc. Et je suis pas sûr que ça existe beaucoup dans la vraie vie. Par contre, c'est quelque chose qui est intéressant pour les banques. Les banques, elles ont des réseaux à elles, des réseaux internes, entre différents sites qui marchent sur des vieux protocoles à centraliser d'envoi et de réception de messages. Et donc les gens avec qui on bossait initialement, c'était Bank of Japan, UBS et JP Morgan. Et donc les banques, elles ont des larges infrastructures distribuées, et surtout elles aiment bien, elles ont beaucoup d'argent déjà, donc elles peuvent faire des trucs que d'autres entreprises considèrent inutiles, et elles aiment bien mettre l'argent sur la correction ou la sécurité. Donc l'idée de dire que le protocole que chaque programme va bien se conformer à un protocole global, c'est quelque chose qui les intéressait. Et au début, on bossait avec ces banques-là. Puis ensuite, la personne qui bossait avec nous dans JP Morgan, elle a pris en charge un projet scientifique international d'océanographie, où le but c'est de mettre des bouées et des sous-marins dans la mer et de les contrôler à distance depuis les labos d'océanographes qui sont dans les universités des grandes villes. Et donc ensuite on est passé à une collaboration avec ce projet international d'océanographie qui utilisait ces communications par passage de messages au sein d'infrastructures réelles, il y avait vraiment des bateaux, des sous-marins, des choses comme ça, et on pouvait utiliser ce qu'on faisait dans la science directement. Donc je vous montre le schéma de ce qui se passait en termes de relation entre la recherche et le développement. Donc nous on était là, et puis les développeurs du projet, d'abord de JP Morgan, puis ensuite du projet des océans, d'océanographie, ils sont là. Eux, ils écrivaient des programmes, des applications, ils écrivaient le code des sous-marins, si vous voulez, ou le code des serveurs, ou le code du client web qui contactait le serveur pour ensuite contacter le sous-marin. Donc ils écrivaient les programmes de toutes les parties de notre projet, et nous, on faisait de la recherche sur ces types de sessions. D'accord ? Et à partir de ces types de sessions, on a créé un langage de protocole qui s'appelle Scribble et qui était inspiré directement des types multiparties. Du coup, les chefs de projet des équipes de développement, ils utilisaient Scribble pour décrire les interactions entre les programmes écrits par les développeurs. De Scribble, ça générait automatiquement des moniteurs qui étaient intégrés à côté des applications et qui vérifiaient que ce qui rentrait-sortait de l'application qui tournait sur le sous-marin, c'était ce qui était prévu par le type global écrit par les chefs de projet. Donc on écrit une spec, on génère automatiquement des moniteurs qui valident la spec et qui tournent à côté des programmes des développeurs pour vérifier que ça se passe bien. Et donc nos interactions avec les développeurs, c'est qu'ils nous envoyaient des use cases en disant on voudrait être capable d'exprimer ça dans le langage de description, et nous on leur disait est-ce que ça vous convient, etc. Et on avait des réunions avec eux pour décrire quelles features il fallait rajouter et comment il fallait les rajouter. Donc voilà, donc on a des échanges entre développeurs et recherche, une théorie formelle, etc. Donc évidemment pour vous ça paraît dérisoire parce que c'est très ponctuel, quoi. C'est sur un projet d'océanographie, sur une partie de la science vraiment précise, il y a eu ces interactions et il s'est passé ça, mais d'un point de vue épistémologique et sociétal, pour moi c'est très important parce que ça illustre comment des choses très théoriques, hein, c'est-à-dire des choses ici qui sont des choses purement de maths, formelles, de sciences, ont des effets directs sur le monde réel. D'accord ? Ont des effets directs sur quelque chose qui se passe dans le monde réel. Et surtout, ça fait le lien entre ce que vous apprenez, la partie la plus théorique de votre master STL, c'est-à-dire le lambda calcul de TAS, le pi calcul de PPC, l'interprétation abstraite de TAS, SVP, le coq que vous faites en SVP ou les choses comme ça. Ça fait le lien entre cette partie théorique-là et le métier que vous allez avoir très bientôt, qui sera peut-être moins théorique, mais il faut que vous ayez pour garder dans l'esprit le lien qu'il y a entre les deux et comment la recherche et le développement avancent ensemble. Du coup, dans le temps qui reste, je vous montre la théorie des types de sessions. Et puis, généralement, aux examens, je donne, on verra tout à l'heure, un petit exercice
de type de session. Comme vous avez droit au document, normalement c'est pas trop difficile, parce que généralement je vous donne un type et puis je vous demande de le projeter, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut voir l'examen de l'année dernière? Voilà, donc là il y a un type, vous voyez, puis je vous pose des questions sur ce type, et un autre truc ici. Voilà, il y a une description, et je vous dis, voilà la description en français d'un protocole. Donnez-moi un type de session globale qui correspond à ce protocole, puis ensuite projetez-le sur un des participants. C'est des choses qu'on fera en TD. Donc l'idée, c'est quoi la syntaxe des types globaux? C'est vous avez un rôle 1 qui envoie un message à un rôle 2, et ce message c'est un choix entre plusieurs étiquettes qui chacune contiennent un payload, et une suite de protocoles différentes en fonction du choix. Donc vous avez une communication avec choix, ce qu'on appelle le choix externe. Vous avez aussi le choix interne. Là, ça dit le processus R, enfin le rôle R, choisit entre deux comportements, G1 ou G2. Vous pouvez aussi mettre des choses en parallèle, et vous pouvez faire de la récursion, bien sûr. Alors par exemple, voilà un exemple. Ça c'est peut-être un peu théorique, ça pour le coup vous comprenez bien. Donc A envoie à B le titre d'un film. Donc son étiquette c'est ask, le payload c'est X et c'est un titre, et on a un message de A vers B. Ensuite A envoie vers C un titre de film. Ensuite B reçoit de A un prix. Ensuite A reçoit de B un prix, A reçoit de C un prix, et ensuite A fait un choix entre deux comportements. Soit il envoie OK à B et KO à C, et à ce moment-là il reçoit le streaming d'un film de B, soit il dit OK à C et KO à B, et à ce moment-là il reçoit le streaming d'un film de C. D'accord? Donc évidemment c'est asynchrone, et A il peut recevoir ce truc-là avant ce truc-là, évidemment. Mais vous voyez l'idée. Donc j'envoie des messages, je reçois des messages, je choisis entre plusieurs choses, entre plusieurs comportements. Et alors le truc, c'est qu'il y a des conditions de bonne formation. C'était ça que j'avais demandé à l'examen final de l'année dernière. C'était une réflexion sur les conditions de bonne formation. C'est que, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, A choisit entre deux comportements. Soit il dit bonjour à B, et il attend que D lui dise noir. Soit il dit bonjour à C, et il attend que D lui dise blanc. Et la question est, pourquoi ce type est mal formé? Et donc si vous avez compris comment quel type de protocole est représenté ici, vous voyez ce qui est mal formé, c'est que D, il a aucun moyen de savoir dans quelle branche de A il est. C'est A qui choisit entre dire bonjour à B ou bonjour à C, mais D, il n'est pas au courant que A a choisi cette branche-là ou que A a choisi cette branche-là. B, il est au courant, parce que si on lui a dit bonjour, c'est qu'on est dans cette branche-là. C, il est au courant, parce que si on lui dit bonjour, c'est qu'on est dans cette branche-là. Mais D, là, il ne sait pas si on est ici ou ici. Donc il n'est pas capable de choisir entre blanc et noir, parce qu'il n'est pas capable de savoir dans quelle branche il est. Là, ça va bien marcher, parce que vous voyez, A, il contacte B et C. Donc là, B, il sait qu'il est dans la branche où c'est lui qui envoie le film. Et C, il sait qu'il est dans la branche où c'est fini. Et par contre, si je rajoute un D de nulle part et que je le mets ici et là, bah, le D ne saura pas dans quelle branche il est tant que A l'aura pas contacté pour dire un truc différent ici et là. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de subtilité qui est la condition de bonne formation des types globaux. Les types locaux, c'est la même chose, d'accord, mais c'est vu localement. Et voilà comment je peux projeter ce type-là sur A. Ce truc-là projeté sur A, ça devient j'envoie à B un titre, j'envoie à C un titre, je reçois de B un prix, je reçois de C un prix, et ensuite je choisis entre soit envoyer OK à B, KO à C, recevoir un film de B, et ensuite c'est fini, soit OK à C, KO à B, et recevoir un film de C, et ensuite c'est fini. D'accord? Donc la projection, généralement, c'est un exercice que je peux vous demander aux examens et qui est vraiment pas dur, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne. Maintenant, il nous faut un calcul pour pouvoir typer nos processus. Alors, je regarde juste si j'ai des trucs intéressants. Je vais pas parler du calcul, donc l'idée, c'est que c'est des types, donc on peut quand même les appliquer à des processus avec un système de type. Donc il nous faut un système de type qui parle sur des canaux dans lesquels il y a des gens qui jouent des rôles et qui envoient des choses à d'autres rôles. Et on a un système de type comme ça qui nous dit le processus peut être typé avec un type de session et donc va
donc va bien correspondre à la session. Ensuite, je vous montre très vite, pendant le temps qui reste, Scribble, qui est ce langage de protocole qu'on avait créé et qui était utilisé par les développeurs. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est la même chose que les types globaux qu'il y a ici. C'est juste on rajoute des accolades pour faire plaisir aux développeurs. Mais en gros, c'est la même chose. Vous avez des accept from l'un to l'autre, et puis des payloads et des choice at or. Et en fait, c'est exactement la même chose, mais écrit avec des accolades et des points-virgules. De quoi je peux vous parler? Les réseaux types de sessions. On peut rajouter de la logique dans les types en disant A envoie un prix à B, mais ce prix doit être plus petit que 100. Et après, on peut faire de la logique sur les participants en disant que A envoie à B un prix qui est plus petit que l'argent que A contient. Et alors, je me souviens que j'ai écrit un article où j'avais encodé ça dans la logique de NSI Milner, que vous connaissez maintenant, pour dire, au niveau expressivité, c'est l'expressivité habituelle de la logique modale concurrente. Et on peut rajouter des exceptions aussi, on avait rajouté... ça c'est pour vous dire que la discussion entre les développeurs et nous, elle amenait entre autres à discuter et à dire qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute comme dans notre langage mathématique, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous rajoute dans notre langage avec des points-virgules, et du coup qu'on doit rajouter dans notre langage mathématique pour faire les preuves avant, hein, parce qu'il faut publier les papiers et faire les preuves pour pouvoir justifier le fait de le rajouter dans un outil. Et les gens nous disaient, on aimerait bien pouvoir avoir les comportements exceptionnels, les try-catch, les choses comme ça. Donc en fait, ensuite on passe du temps à faire de la recherche, à écrire des théorèmes pour montrer que ça marche avec try-catch. Ensuite on les intègre à Scribble et ensuite les développeurs peuvent les utiliser. Et voilà. Alors, et les sessions sont encodables dans le picalcul. D'accord. Donc ça vous paraît bizarre de faire un encodage typé des sessions dans le picalcul, parce que le picalcul typé de base, il dit qu'un même canal, on l'utilise tout le temps de la même façon. Alors que les types de sessions, elles disent que les types de sessions, elles disent que on envoie plusieurs choses différentes sur le même canal. En fait, c'est possible dans l'encodage, mais il faut changer le nom du canal à chaque fois. Donc si on envoie 3 sur K, puis qu'on reçoit X sur K, en fait on envoie 3 puis un nouveau nom un nouveau nom sur K, et sur ce nouveau nom, on reçoit un nouveau canal sur lequel recevoir la suite. Donc l'idée, c'est de transformer des interactions différentes sur le même canal en des interactions différentes sur des canals one-shot qu'on n'utilise qu'une fois, on appelle ça linéaire, et qui vont être utilisés successivement. Et il y a un encodage ici des sessions dans le picalcul standard. Juste, je voudrais des exemples de sessions avant d'arrêter. Donc les sous-protocoles, c'était le fait de pouvoir appeler des protocoles à l'intérieur d'autres protocoles. Et on peut regarder celui-là. Donc j'envoie des termes de R1 à R2. Et ensuite ici j'ai une boucle. Ce muté, c'est une boucle là, qui dit que je vais boucler sur R2 envoie une proposition à R1. Et R1 envoie soit j'accepte, et donc c'est fini, soit une contre-offre qui est envoyée à R2. D'accord. Donc vous avez des récursions à l'intérieur des types globaux, et vous pouvez faire des boucles dans les types globaux. Et on fait des protocoles modulaires avec des let in qui permettent de dire là j'ai un protocole contact où j'invite un nouveau rôle qui est le serveur, l'agent envoie un message au serveur envoie un message à l'agent, et ensuite j'ai un client qui envoie une requête au middleware. Le middleware choisit entre soit répondre directement la question au client parce qu'il l'avait en cache, soit appeler le protocole contact entre lui avec un serveur, récupérer l'information du serveur et envoyer au client. Bon, là je passe un peu vite, mais l'idée c'est pour vous montrer le genre d'interaction qu'on pouvait modéliser avec ça. Et puis je pense que je vais m'arrêter là, je vais mettre mes transparents à disposition. Et puis ensuite on fera des exercices de TD et si on a le temps, la fin des exercices d'examen. Donc là, je vous propose de faire une pause d'un quart d'heure. Qu'est-ce que vous devez retenir de ce matin? Alors, vous avez compris qu'il y a une partie philosophique que j'aimerais bien que vous reteniez, qui est comment
on peut vérifier des propriétés sur un modèle mathématique et comment on peut lier cette vérification de propriété à des vérifications de la vraie vie. Donc c'est ça l'intérêt de ce cours. Et de manière plus pragmatique, pour les examens, euh, on va utiliser les types simples. Je vous demanderai des questions de type simple et des questions de type pour la terminaison, le système de Deng-Xiaojurji qu'on avait vu, et des questions sur des types de sessions mais très légères, du genre je vous donne un protocole, vous me le traduisez dans le type de session et vous le projetez sur, sur deux participants. Donc voilà, et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, c'est tout ce que je vous dis sur Pi. Et donc on se donne rendez-vous à 11h20, du coup. Et en attendant, je vais essayer de mettre sur Moodle les deux cours, les deux transparents de cours et cette fiche de TD et les deux fiches d'examen de l'année dernière. À tout à l'heure.